Bonjour mes petites blattes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais que vous avez l'habitude de rigoler avec les aventures de Jean-Kévin, mais là l'heure est grave. Pourquoi? Mais tu vis dans un placard à gâteau ma petite blatte, c'est la fin du monde. Et la vraie cette fois. Si tu es un cancrelat assidu, tu es déjà au courant. Pour les autres, laissez-moi vous expliquer. La Silicon Valley Bank est en cours de faillite et la First Republic Bank a plongé de moins 70% ce lundi matin lorsque le marché a ouvert. La Silicon Valley Bank, ou la SVB en cours, n'a pas assez de liquidités pour couvrir toutes ses obligations vis-à-vis de ses clients et le gouvernement américain n'a pour l'instant pas prévu d'aider cette banque. Ses clients vont sûrement perdre tout l'argent qu'il leur avait confié. Tous les signes montrent le début d'un krach boursier car cette banque va en entraîner d'autres dans sa chute. C'est exactement ce qui a eu lieu lors de la crise des subprimes en 2007-2008 et de la faillite de Lehman Brothers qui a provoqué la crise financière mondiale. Et le sais-tu, jeune Blatlawan? Ta banque est exactement dans la même situation. Retire tout de suite tout ton argent, tant qu'il reste des billets au distributeur, car si tu attends, il sera trop tard pour toi et tes proches. Les banques européennes ne peuvent couvrir que 15% des fonds de leurs clients, alors dépêche-toi, ta survie en dépend. Et selon un bruit de placard de la cuisine du bureau de la mousse au homard, cette banque a été ciblée pour être la première à tomber en raison de son implication dans les crypto-monnaies. Car oui, une théorie partagée par tous les complotins de tout horizon est que quelqu'un ou quelque chose chercherait à détruire toutes les petites banques afin de pousser les crypto-monnaies centralisées comme le crypto-dollar. Ouais, t'as bien entendu, la crypto-mother-dollar. Bref, très bientôt, il risque d'y avoir plus d'argent en circulation. Et donc, on risque d'avoir une crise majeure, peut-être même la fin du système économique. Hop, calme-toi, reprends ton souffle, Titouan. Faut pas croire toutes les conneries que tu entends sur internet. Ça ne vous a pas suffi de vous faire arnaquer par le bug de l'an 2000, la fin du monde des Mayas de 2012, la crise Covid, les autres crises financières et tout ça? Bon, en réalité, la banque qui a fait faillite n'est qu'une assez petite banque par rapport à Lehman Brothers en 2008. Oui, il se passe des choses aujourd'hui, le taux d'intérêt a augmenté. Logique vu la situation mondiale actuelle, et vu le fait que les raisons profondes de la crise de 2008 n'ont pas été réglées, les banques qui étaient un peu limites lorsque l'économie allait relativement bien sont donc en difficulté aujourd'hui, et peuvent n'avoir pas assez de fonds propres. Oui, il est possible que demain, il y ait une crise importante, car beaucoup de choses ne vont pas dans l'économie actuelle. Donc retirez votre SMIC en cash demain si vous le voulez, mais attention quand même, à ce qu'une chance du coin ne vous tombe pas dessus, car c'est tentant de gagner de l'argent en cash en 2 minutes en vous brisant les rotules à coups de masse. Et j'espère que vous avez bien un coffre à la maison, ou quelque chose pour protéger l'accès de ce dit coffre. Non Titouan, pas le tableau dégueulasse que mémé Germaine t'a donné en héritage. On est dans la vraie vie là, pas dans un film. Autre inconvénient, si toutes vos économies sont retirées des banques, et vu que la valeur de l'argent diminue tous les ans, c'est ce qu'on appelle l'inflation, eh bien retirer votre argent des banques revient à en perdre sur le long terme. Pourquoi les banques ne sont pas stables? C'est simple à comprendre. Le travail d'une banque est de prendre de l'argent en dépôt à certains de ses clients et de prêter de l'argent à d'autres clients. Enfin ça, c'était leur métier de base. Avec le temps, cela s'est complexifié, avec l'apparition de divers modes de placement, de produits financiers un peu plus compliqués. En gros, j'ai t'expliqué, c'est pas compliqué. Titouan dépose son RSA chez David, son banquier. David lui va prêter à Jacqueline pour qu'elle puisse acheter sa voiture électrique et elle va lui rembourser tous les mois avec un intérêt. Du coup, David récupère le pourcentage dans sa poche et on redonne quelques miettes à Titouan pour qu'il continue à mettre son RSA chez lui. Comme ça, tout le monde est content. Enfin, surtout David. Tu comprends? Donc, si demain, vous voulez retirer cet argent, elle doit le récupérer auprès de l'autre client. Bon, évidemment, en pratique, ça ne marche pas comme ça. Prends de l'argent ailleurs, peu importe où. Ce qui l'intéresse, c'est que l'ensemble soit équilibré. Et pour gérer les moments où trop de gens veulent retirer leur argent en même temps, la banque doit avoir des fonds propres. C'est l'argent que la banque possède, le capital apporté par ses actionnaires et l'ensemble des bénéfices qu'elle a accumulés avec le temps. Cela lui permet d'avancer l'argent, le temps de la récupérer par ailleurs. Et en effet, ces fonds propres sont de l'ordre de 15%, ce qui est considéré comme acceptable par les autorités financières. Pour à peu près toutes les banques, si jamais tout le monde exige de récupérer tout son argent et résilie tous ses comptes en même temps, la banque n'aura pas les moyens de rendre cet argent. Est-ce que ça veut dire que cet argent a disparu? Pas forcément. Il peut être bloqué pendant 15 ou 20 ans par exemple si la banque attend que votre voisin ait enfin remboursé le crédit de sa maison pour récupérer les fonds. En France, et plus généralement en Europe, plusieurs mécanismes existent pour protéger les déposants. Les autorités financières vérifient les ratios de fonds propres disponibles, alors bien évidemment le système est perfectible, les banques peuvent aussi frauder, mais ils existent. L'autre garantie, l'État garantit une partie des dépôts. En pratique, l'État s'engage à rembourser jusqu'à 100 000 € si la banque fait faillite. L'État récupérant la propriété des créances de la banque. Par ailleurs, l'État via la banque centrale peut récapitaliser les banques à l'aide des dettes publiques si cela s'avère nécessaire. La plupart de ces mécanismes impliquent donc de faire confiance à un système politico-financier. Mais ont été activés suite à la crise de 2008, certains ont même été renforcés à l'occasion. Faut-il retirer votre argent de votre banque? Une fois tous ces problèmes analysés, la question se pose. Devons-nous retirer notre argent des banques? Eh bien, malgré tout, nous aurions tendance à vous dire oui. Pour retirer le cash de votre salaire, la probabilité pour qu'une banque fasse faillite demain et que votre argent disparaisse purement et simplement est faible. Surtout que les banques qui font faillite sont généralement des petites banques d'investissement, pas les grosses banques de dépôt dont vous êtes les clients. Pour que vous perdiez l'argent de votre salaire, il faut que la banque ait fait des placements tout pourris,
que ces placements fassent perdre suffisamment d'argent pour menacer ses fonds propres, que les clients paniquent et cherchent à retirer beaucoup d'argent d'un coup, que l'argent disponible à court terme ou via la liquidation en urgence d'actifs ne suffise pas à la couvrir, que cela se produise pour les autres banques en parallèle et qu'elles ne puissent pas prêter à la vôtre, que l'État ne renfloupe pas les banques, que l'État n'active pas la garantie sur votre argent. Bon, aucune de ces étapes n'est impossible, et certaines ne sont pas improbables, mais il n'est pas non plus sûr et certain que toutes ces étapes aient lieu, et que cet enchaînement se produise dès la semaine prochaine. En revanche, si vous considérez que votre banque doit servir à héberger tout votre patrimoine, constitué avec plusieurs années de travail, et que cette banque coule demain, là oui, vous serez en difficulté, surtout si vous dépassez le fameux seuil des 100 000 euros. Surtout que plus le temps passe, plus la probabilité qu'une banque donnée fasse faillite augmente, et puis l'État garantit. Mais qui garantit que l'État ne fasse pas lui aussi faillite? Les États sont de plus en plus endettés, et ça n'arrange pas avec ces histoires. Ceci dit, si l'État fait faillite, la société ne tiendra pas longtemps. Et la plupart du temps, les gens préfèrent vivre dans une société et feront en sorte que l'État subsiste. Ce n'est donc pas votre argent qu'il faut retirer, mais votre patrimoine, vos économies. Cela vous permettra d'éviter de tout perdre en cas de soucis sur une banque en particulier. Vous pouvez retirer votre salaire dès qu'il tombe dans l'absolu si cela vous rassure, mais c'est s'embêter pour les mettre dans un endroit, chez vous, qui n'est pas beaucoup plus sécurisé. Il y a plus de gens qui se font cambrioler au quotidien que des gens qui perdent leur argent dans les faillites bancaires. Et en 2023, il est difficile de se passer totalement d'une banque alors que de plus en plus de choses sont payées par carte, virement ou prélèvement. Personnellement, j'essaye de garder 2 ou 3 mois de dépenses sur la banque afin de gérer les coups durs liés au travail, salaire versé en retard, ou autre accident de la vie, voiture en panne ou accident. Pensez aussi que votre banque n'est pas forcément dépositaire de vos fonds, que vous prenez un produit type livret A ou LEP, votre banque est un simple intermédiaire entre vous et des institutions publiques qui gèrent votre argent. La probabilité que cet argent disparaisse est donc encore plus faible, sans faillite de l'État. Comment retirer votre argent en banque? Eh bien oui, avoir un peu de cash de côté peut être utile. Cela vous permet de pouvoir faire quelques courses si votre carte bancaire n'est plus acceptée au magasin. Que ce soit parce que votre banque est en cours de faillite, parce que votre carte a bugué et que vous attendez qu'on vous en envoie une nouvelle, ou bien parce que le terminal de paiement du magasin d'à côté est en panne. À vous de voir combien vous estimez raisonnable de conserver chez vous, sachant que ça a un coût. Coffre scellé pour le conserver bien sûr, et que vous êtes susceptible de le perdre si vous subissez un cambriolage. Réduire ses dépenses. Une solution en période inflationniste est d'investir sur une réduction de vos dépenses à court terme. Ainsi, vous n'avez plus d'argent en banque, moins de réserves en cas de coup dur, mais vous augmentez tous les mois la quantité d'épargne que vous produisez et récupérez ça rapidement. Alors ça peut être quoi? Déjà le plus évident, mais pas le plus facile à mettre en place. Et d'arrêter d'être locataire et devenir propriétaire de votre résidence. Ainsi plus de loyer à sortir, au pire un emprunt à rembourser. Et si votre banque coule, pire que vous auriez à subir est de n'avoir personne à qui payer votre mensualité quelques mois, le temps que les crédits de votre banque soient repris en main par un autre. Et si vous n'avez pas les moyens d'avoir une maison parfaite, eh bien achetez un petit truc, comme un studio, vous n'êtes pas obligé d'y passer votre vie, et ce sera toujours quelque chose qui vous appartiendra. Ça peut être d'autres choses aussi, si vous êtes propriétaire, investissez dans une chaudière, dans un poêle à bois, dans de l'isolant qui vous fera faire quelques économies. Si vous avez la main verte ou l'envie d'avoir quelques animaux, c'est le moment de planter des arbres, acheter quelques poules et le matériel qui va avec. Commencez un petit potager. L'immobilier. On a parlé de la résidence principale, mais d'autres solutions existent pour remplacer un livret bancaire par des placements immobiliers. Vous ne voulez vraiment pas vivre dans ce studio? Eh bien vous pouvez en acheter un pour le louer à d'autres. Vous pouvez aussi acheter d'autres biens qu'une résidence principale, acheter une parcelle de forêt ou un terrain, acheter un mobil-home pour le louer pendant les vacances et y passer les vôtres aussi, acheter un garage en ville pour le louer. Si une banque fait faillite, au lieu d'avoir votre argent sur un livret, vous avez quelque chose en dur, que vous pouvez revendre pour récupérer un peu d'argent, ou bien pour racheter votre résidence principale un jour. Anticipez vos dépenses. C'est un peu la même idée que de réduire ses dépenses, mais là ça concerne les choses que vous pouvez stocker, mais pas produire ou économiser. L'idée, c'est que la plupart des choses coûteront plus cher l'année prochaine que maintenant. Donc, plutôt que de conserver son argent dans une banque pour acheter plus cher ensuite, autant acheter tout de suite. Acheter des conserves en avance par exemple. Quand vous ouvrirez votre boîte de raviolis l'année prochaine, et si votre voisin ouvre une boîte en même temps, la vôtre vous aura finalement coûté 5 ou 10% moins cher que la sienne. Plutôt bon placement, non? Les bons produits sont donc la nourriture. Tous les produits non périssables du quotidien. Produits ménagers, papier toilette, ampoules électriques et autres consommables, l'énergie est aussi un bon endroit, car ses prix augmentent en général plus rapidement que l'inflation. Vous pouvez acheter du bois pour l'année suivante. Vous venez d'installer un poêle, non? Avoir une bouteille de gaz d'avance dans votre garage, un bidon de carburant pour votre voiture, avoir quelques piles de côté. Ensuite, peut-être capitaliser sur vos défauts. Acheter quelques bouteilles d'alcool, des cigares. Soit vous les consommez plus tard,
soit vous les revendrez plus cher dans quelques années. Attention tout de même, pour toutes ces stratégies, pensez bien que vous pouvez vous faire voler. Donc évitez de mettre toutes vos économies dans des bouteilles de whisky stockées dans la cave de votre HLM. Assurance, ce n'est pas vraiment une solution pour vous protéger du système financier, mais cela permet de diluer les risques entre plusieurs intervenants. Au lieu de placer une partie de votre économie dans un produit bancaire, vous le placez dans une compagnie d'assurance, comme dans une assurance vie. Ce n'est pas la solution que nous privilégions, mais tout le monde n'a pas accès à toutes celles que nous proposons. Ici, vous partez du principe que votre banque peut couler, ou votre assurance, mais qu'il est encore moins probable que les deux coulent en même temps. Il existe de nombreux produits assurantiels qui peuvent être utilisés selon votre situation, par exemple un fonds pour la retraite si vous êtes dans une tranche d'âge adaptée. Métaux précieux. C'est le produit phare dès qu'on parle de débancariser. Les métaux précieux vous permettent d'avoir une réserve placée chez vous. C'est assez facile à revendre, et cela a tendance à suivre l'inflation, donc contrairement au cash, le fruit de votre travail ne disparaît pas avec le temps. C'est très vrai, mais attention, il y a aussi des défauts. Encore une fois, vous risqueriez de faire plaisir à un cambrioleur, donc il faut un coffre chez vous, ou à la banque. Mais si vous avez peur d'une faillite bancaire, ce n'est sûrement pas pour faire confiance à leur salle de coffre. Il existe des sociétés spécialisées dans le stockage de métaux précieux, et ça rajoute encore un intermédiaire, donc une entreprise de plus, en qui vous devez faire confiance. La tentation est grande pour ces intermédiaires en cas de crise de partir avec les contenus des coffres de tous ses clients pour aller se la couler douce dans un pays qui ne pratique pas l'extradition. Et enfin, il reste un risque. Pendant les plus grosses périodes de crise, les États peuvent saisir les métaux précieux en vous donnant des titres de propriété ou du cash à la place, voire rien du tout pour les plus tyranniques. Et quand bien même vous arriviez à les conserver en les cachant dans votre jardin, il sera interdit de les revendre à des particuliers et serez condamné au marché noir. Cela s'est rarement produit dans l'histoire, mais ça s'est produit. Donc là aussi, les métaux ne sont pas la solution parfaite. Si vous souhaitez quand même en avoir un peu chez vous, entre 1 et 5% de votre économie par exemple, alors nous vous conseillons plutôt des pièces en argent, qui sont plus faciles à écouler en petite quantité que des pièces d'or qui valent plusieurs centaines d'euros chacune. Autre investissement, cela s'adresse à ceux qui sont dans une stratégie d'épargne à long terme. Un courtier en bourse ou une assurance vous permet de gérer des investissements potentiellement importants sans passer par la banque du coin de rue. Bien sûr, vous partez ici du principe que le courtier ne fera pas faillite. Cependant, en théorie, même en cas de faillite de votre courtier, vous pouvez récupérer les actions que vous possédez. Bien entendu, c'est en théorie. Il est aussi possible que quelque chose foire ou soit saisi par quelqu'un en cas de crise. Sachez aussi que vous pouvez investir dans certaines entreprises au nominatif pur, c'est-à-dire acheter directement des actions disponibles à l'entreprise concernée. Cela rajoute de la gestion, mais élimine un intermédiaire. Le problème, c'est que vous devez faire ça pour toutes les entreprises dans lesquelles vous voulez placer vos économies. Ça peut être lourd à gérer. Sachez aussi que d'autres produits d'investissement que les actions existent. Obligations d'entreprise ou publiques. Sociétés de placement collectif comme SCPI ou autres. On reviendra sur tous ces sujets dans une autre vidéo bien sûr. Si vous n'aimez pas les grosses boîtes, vous pouvez investir dans des petites entreprises autour de chez vous ou via des plateformes en ligne. L'avantage, c'est que vous voyez votre argent fructifier et rendre service à quelqu'un qui produit de la vraie valeur ajoutée pour la société. L'inconvénient, c'est que les petites entreprises sont plus fragiles et que vous devez faire confiance aux gérants. Il existe presque autant de solutions que pour les placements financiers classiques. Vous pouvez créer votre propre société, soit pour une activité que vous savez faire, soit pour gérer vos investissements. Investir dans une petite société d'investissement avec d'autres, SCI, sociétés forestières, réaliser des prêts à des entreprises sans en être actionnaire, notamment via des plateformes dédiées au crowdfunding. Enfin, si vous souhaitez avoir le moins d'argent possible en banque, il reste un outil dont nous n'avons pas parlé, les cartes de paiement hors banque. Ce sont des entreprises qui vous proposent une carte pour payer au quotidien en alimentant à l'avance un compte, ou basées sur la gestion par ces entreprises sur la possession de métaux précieux ou autres. C'est le principe de Veracarte ou de la carte nickel par exemple, mais en fait ce n'est pas si inintéressant. Ces sociétés ont exactement les mêmes problèmes de disponibilité de fonds et de fonds propres que les banques. L'entreprise vous promet que votre argent est placé en or dans ses coffres, évidemment elle ne vend pas quand vous achetez votre café 1,50€ sans contact, une paillette d'or dans votre coffre. C'est sûr. Non, ils ont un pourcentage de l'argent de leurs clients effectivement en or, puis du cash sur un compte courant qui permet d'encaisser les dépôts et d'équilibrer les sorties immédiates. Ils achètent de l'or quand les dépôts dépassent les retraits sur une période donnée, et en vendent quand la situation inverse se produit. C'est aussi une alternative si cela vous intéresse, mais ici aussi, il s'agit de faire confiance à une entreprise qui possiblement peut partir avec vos fonds en cas de crise si elle est malhonnête. La fin du monde n'est sûrement pas pour aujourd'hui, mais si la situation vous inquiète, c'est le bon moment de vous poser la bonne question et de protéger le patrimoine que vous êtes en train de constituer. Comme vous le voyez, aucune solution n'est parfaite. Et les gens qui vous poussent à paniquer sont souvent des gens qui vous vendent une solution. Leur société de gestion de métaux précieux, leur fonds de placement en bourse ou autres produits, leur bouquin qui vous explique où placer votre argent. Éprouvé par des siècles de gestion financière en Occident et par le recul lié aux nombreuses crises traversées par nos ancêtres et la suivante, la diversification. Ne choisissez pas une solution unique, mais ayez divers endroits où stocker votre argent. Un peu dans votre banque,
Pourquoi pas 2 banques qui n'appartiennent pas au même groupe et n'investissent pas dans les mêmes stratégies, mais aussi dans des éléments les plus utiles selon votre situation. Vous n'arriverez pas à vous protéger contre toutes les situations en cas de crise possible, mais vous pouvez faire en sorte que chaque crise vous coûte un peu moins, voire que certaines vous rapportent. Si la valeur des métaux précieux explose à cause de l'inflation, cela peut être l'occasion de vendre vos quelques pièces pour acheter autre chose. Si l'immobilier s'effondre, c'est le moment d'acheter la maison de vos rêves. Sur le long terme, il faut être agile et malin et surtout ne pas céder aux vagues de panique, mais réfléchir froidement à toutes les situations qui se présentent. Donc, une banque américaine cool ? Eh bien quel cool, vous devriez vous en moquer. Voilà mes petites blagues, cette vidéo touche à sa fin. Si ça t'a plu et que tu as appris comment survivre à la faillite des banques, je t'invite à t'abonner, à partager la vidéo autour de toi, à mettre un pouce bleu, à activer la cloche, à mettre un commentaire, tu connais tout pour le référencement bien sûr. Si tu veux en apprendre plus, je t'invite à rejoindre le Discord en description, à venir discuter avec nous. Tu sais quoi, c'est gratuit, et oui il existe encore des trucs gratuits en 2023. Et n'oubliez pas, seuls les blades survivront à tout.